J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. On le voit bien, il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs. Il est l'instrument des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens qui... C'est pas un peu facile. Mais si. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant un an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Ah non, c'est pas ça du tout. Moi, je vous dis pourquoi on a mis Emmanuel Macron en une. Outre l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'Emmanuel Macron fait vendre. Il y a un vrai intérêt. Oui, mais il a fait vendre au fur et à mesure. Il a fait vendre parce que on a commencé par quand on fait la liste des unes, c'est invraisemblable. Des unes de magazines, d'hebdomadaires. Les grands médias se focalisent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent encore sur ce seul François Fillon, alors que d'autres, finalement, passent à travers les gouttes. Voilà. Notamment M. Macron. M. Macron, il y a des quantités de choses qui circulent à son égard, notamment sur des frais de bouche qu'il aurait dépensés à Bercy pour le compte de son parti politique en gestation. On ne sait pas du tout qui finance d'ailleurs ces espèces de shows à l'américaine qui doivent coûter des fortunes. Qui est derrière? Tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. À travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides? Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central, je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Un autre homme a joué un rôle important du côté plutôt Macron. C'est Danny Cohn-Bendit qui a suivi l'évolution des choses et qui a conseillé à Emmanuel Macron d'accepter si François Bayrou venait et de faire un deal, etc. Donc en réalité, il y a peu de gens qui savaient ce qui se tramait, y compris dans les entourages les plus proches de l'un et de l'autre. Ils ont échangé beaucoup par texto depuis 48 heures. Ils se sont parlé cet après-midi et il y a un homme qui a joué un rôle, c'est Daniel Cohn-Bendit. Par le pédophile Cohn-Bendit. Là, je travaille avec des gosses. Avec des petits gosses. Alors, je dis, essayons d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. On dit que j'ai rallié Emmanuel Macron. Peut-être. Mais la vérité, c'est qu'après un débat qu'on a fait ensemble, organisé par Sylvie Goulard, c'est compris que c'est Emmanuel Macron qui m'a rallié sur l'Europe. Et ça a été déterminant pour moi. Je suis pour les États-Unis d'Europe. Oui, je crois que l'Europe fédérale, c'est l'avenir. Si nous nous replions sur la nation, nous serons battus, nous serons balayés comme la souveraineté nationale. L'entretien, pour moi, a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin,
considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps pour s'émerveiller, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système, et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir, hein, et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà. Devinez qui m'a écrit, oui, à l'hôtel de ville, Emmanuel Macron. Oh, un courrier, alors j'en revenais pas. Monsieur Emmanuel Macron, vraiment c'est gentil de m'avoir écrit, mais votre courrier, il ne dit rien. C'est du blabla du début à la fin. Il n'y a pas une once de proposition politique. Et vous m'écrivez, pourquoi? Pour me demander, eh bien, de vous donner ma promesse de parrainage pour l'élection présidentielle. Ah ouais, mais non, en fait, ça va pas le faire. C'est juste pas possible que je vous parraine. Je vous explique pourquoi. De qui Emmanuel Macron est-il le nom? Eh bien, Emmanuel Macron, c'est le jeune énarque scribouillard qui a été notamment le rapporteur, enfin le rédacteur du rapport de monsieur Attali sous Nicolas Sarkozy. Vous savez, le rapport sur la libération de la croissance qui a permis la création du statut d'auto-entrepreneur et ensuite le développement des plateformes type Uber qui ont développé un esclavage moderne. Donc c'est hors de question. Ensuite, quand vous avez basculé chez François Hollande et que vous êtes devenu ministre, eh bien, vous nous avez imposé vos lois Macron de déréglementation des métiers, mais aussi les lois, les mesures anti-écologiques comme les cartes Macron qui sont déjà en train de licencier. Mais c'est aussi l'imposition du travail du dimanche pour tout un tas de gens et surtout des femmes qui se retrouvent comme ça avec leur dimanche matin complètement brisé. Emmanuel Macron va s'attaquer cette année aux diffuseurs de fake news. Durant ses vœux à la presse mercredi soir, le président français a annoncé la préparation d'un projet de loi contre les fausses informations qui se multiplient sur les plateformes Internet, notamment pendant les campagnes électorales. Si nous voulons protéger les démocraties libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Si le président français n'a pas clairement cité les médias de propagande qu'il a dénoncés, ces allusions visaient notamment les plateformes sous influence de la Russie. Emmanuel Macron a aussi rappelé le calendrier explosif de la réforme de l'audiovisuel public français. Après consultation, un projet de loi sera déposé d'ici la fin de l'année. La première, c'est à l'état de la porte. Très inquiétant pour la démocratie, la dictature de Macron, elle est en marche.
Le 3 janvier 2018, il a exprimé ses vœux à la presse et a surtout fait comprendre que la censure arrive en masse avec un nouveau texte de loi, les contenus n'auront plus les mêmes règles, les plateformes auront ordonnance de limiter les montants des revenus générés à certaines personnes qui seraient carrément, entre guillemets, diffuseurs de fake news et auront même, pour certains, en gros, intérêt de fermer des blogs ou des sites qui diffuseraient de la fake news. Mais qui décidera de ce qu'est une fake news ou non? Comme Macron ne peut pas supprimer la neutralité du net comme il vient de se passer aux USA, alors il essaye de trouver un dérivé pour supprimer la liberté du web. Macron a pris un chien, mais pas par hasard d'ailleurs un qui n'obéit pas, pour symboliser le dressement du chien comme il va dresser le peuple. On a aussi dans son bureau le tableau inspiré de l'œuvre Invasion à Los Angeles, avec justement dans cette œuvre là où on voit un monde où c'est obéis, achète, etc. etc. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare e anche a trarre in inganno l'interlocutore. Non ha rimorso. Quando Macron parla di sdentati per definire i poveri, quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan. E lui si giustifica, dice ma non intendevo questo. Perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui. Lui crede a quello che ha detto e che non può far vederlo. Macron quando ha manifesta questi sensi di disprezzo nei confronti delle persone, e questi sensi di disprezzo provengono dal suo inconscio, che poi lui modifica razionalmente, ma senza rimorso, perché non prova colpe. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti i psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Moi, je suis socialiste, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Mais ça, c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Je suis favorable à ce que la loi prévoie de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises, je pense à Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant que vous étiez ministre? Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu sur ces banques. Le 5 novembre 2014,
Une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. È pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, cioè accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza. Solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere.